Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Comment bâtir un tourisme durable dans le bassin méditerranéen ? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Toute la semaine, sur les réseaux Floqueo, nous vous avons fait voyager dans le bassin méditerranéen et ses destinations ensoleillées. Première destination touristique mondiale, les enjeux du tourisme durable sont particulièrement forts dans cette région du monde, fragilisée par un tourisme de masse frénétique et des difficultés de gestion des déchets plastiques. Alors, comment promouvoir et mettre en place un tourisme plus durable dans cette région ? Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Julien Buot, directeur de l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable, qui nous éclairera sur ces problématiques. Alors Julien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter votre parcours ? Et bonjour, merci beaucoup Élise et merci à Floqueo pour ce très beau podcast. Moi je suis tombé dans la marmite du tourisme qu'on appelait éthique à l'époque, il y a une vingtaine d'années, au ministère du Tourisme, j'étais étudiant et on m'avait confié le soin de produire un rapport sur la mise en application pratique de ces belles valeurs, de cette belle idée d'une éthique dans les voyages, dans le tourisme. Et puis j'ai pas décroché. Petit à petit, je me suis formé dans le tourisme, j'ai eu des expériences de terrain en Normandie, dans ma région, d'où je vous parle. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait une fonction essentielle qu'il fallait mettre en place pour que le tourisme soit plus durable, c'est l'animation de réseau. Le tourisme est un secteur d'activité très transversal et mérite qu'on se mette le plus autour de la table. Il y a beaucoup de parties prenantes et on a besoin de dialoguer, de coopérer, d'échanger entre les différents acteurs publics, privés, les acteurs qui travaillent à une échelle internationale, d'autres qui travaillent à une échelle beaucoup plus locale. Et finalement, je me suis spécialisé dans cette fonction-là. Et puis, depuis 2014 maintenant, je dirige donc en effet ATR, l'association Agir pour un tourisme responsable, qui est aussi le nom et la marque du label, qui regroupe les tours opérateurs, les voyagistes, historiquement les opérateurs de voyage du tourisme d'aventure, et puis depuis 2015-2016, beaucoup d'autres profils de tours opérateurs nous ont rejoints, des plus grands, des plus généralistes, mais aussi des plus petits. En tout cas, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on sorte de la niche de l'écotourisme, qu'on fasse le nécessaire pour que le tourisme responsable ne soit plus la chasse gardée du tourisme d'aventure. Et puis, j'occupe une autre fonction, puisque je le disais, il faut vraiment travailler en transversal. Le tourisme, ce ne sont pas que les tours opérateurs, ce sont aussi les collectivités locales, les offices du tourisme, les écoles, les médias, les bureaux d'études, les hôtels, les campings, les restaurants. Et on a décidé, avec d'autres acteurs du tourisme durable, de créer un réseau interprofessionnel qui s'appelle ATD, Acteurs du tourisme durable, et dont j'en suis également le secrétaire depuis 2014. Et on anime un certain nombre d'actions, notamment à l'occasion des universités du tourisme durable. Les prochaines auront lieu les 6 et 7 octobre 2022 à Montpellier, en Occitanie. Les dernières avaient lieu chez moi en Normandie, au Havre. Pour ceux qui ont participé, qui s'en souviennent, il y a beaucoup de podcasts qui ont permis ceux qui n'ont pas pu venir de pouvoir quand même prendre conscience de la nature de nos travaux. Enfin, voilà, c'est un réseau qui nous permet de dialoguer avec l'ensemble de la profession en France, et puis aussi avec l'appui de l'ADEME, du ministère des Affaires étrangères, d'impliquer davantage toutes les grandes institutions du tourisme française pour qu'elles passent la seconde, qu'elles accélèrent leur engagement pour positionner la France sur l'échiquier du tourisme durable, parce que j'ai malheureusement l'impression qu'on a pris un peu de retard par rapport à d'autres destinations, on y reviendra. Il y a un retard à rattraper. Mais justement, donc, la France, on la compte comme un pays du bassin méditerranéen, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de parler du tourisme durable dans le bassin méditerranéen ? Quelles sont aujourd'hui les problématiques auxquelles cette région du monde fait face ? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la première destination touristique mondiale, la Méditerranée. Et malheureusement, même si le tourisme provoque des effets très positifs en termes d'emploi, en termes de protection de la nature, c'est aussi le tourisme un moyen de donner de la valeur au patrimoine tant naturel que culturel et humain. Malheureusement, il génère aussi des impacts négatifs qui ne sont pas toujours maîtrisés. On pourra prendre quelques exemples, mais on parlait des déchets tout à l'heure.
Alors le tourisme n'est pas le seul contributeur à la production de déchets dans la Méditerranée, mais la Méditerranée est malheureusement un sanctuaire qui est jonché de poubelles. Et le tourisme y contribue. Et donc ça, on a quand même l'impression des fois qu'on est en train de tuer la poule aux œufs d'or, qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et c'est censé être un intérêt bien compris de tous les professionnels du voyage de s'engager. Si on n'arrive pas à préserver notre ressource, c'est-à-dire une planète vivante, des paysages attractifs, des populations accueillantes, parce qu'elles bénéficient du tourisme, on ne pourra plus exercer notre profession, on ne pourra plus proposer des beaux voyages dans ces destinations. Et donc, c'est vrai que c'est un très beau laboratoire, la Méditerranée. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de démontrer qu'on est à la hauteur des enjeux et qu'on est au rendez-vous d'une bonne gestion du tourisme à cette échelle-là. Alors, à nouveau, les sujets sont très différents d'un pays à l'autre. Il y a des points communs, mais les déchets en sont un. Mais c'est vrai qu'il y a toute la question qui se pose de comment on associe les populations. Et on parle beaucoup maintenant de tourismophobie, de surtourisme. Alors à Barcelone, à Dubrovnik, les habitants commencent à s'opposer au tourisme, même s'ils en ont été aussi très longtemps des grands bénéficiaires. Il y a un grand enjeu aujourd'hui, c'est de rééquilibrer un petit peu les flux, y compris les flux économiques, essayer de partager de manière plus équitable les retombées économiques du tourisme pour que tout le monde soit satisfait d'accueillir des touristes demain. Et quelle solution on aurait aujourd'hui pour mieux gérer ce tourisme dans cette zone et mieux gérer surtout ses impacts, donc la gestion des déchets, les espèces invasives, l'urbanisation, l'érosion côtière, etc. Voilà, alors les déchets, on peut prendre les sujets un par un, mais sur le sujet des déchets, contrairement à l'image qu'on peut avoir, c'est pas forcément dans les pays en développement qu'on gère le moins bien les déchets. Okay. Parce que les pays en développement ont aussi compris que les déchets, ça pouvait être une ressource, qu'on pouvait les recycler et leur redonner de la valeur. Malheureusement, il y a une étude du WWF qui a démontré il y a quelques années, on avait consacré un séminaire à terre à cette question des déchets, et a démontré que finalement, un des premiers contributeurs de la pollution en déchets plastiques en Méditerranée, c'était la France via le Rhône. Le Rhône charrie chaque année énormément de déchets plastiques. Et c'est dramatique. Et là, le vrai sujet, c'est d'essayer d'agir à la source pour qu'on n'émette plus, qu'on ne produise plus de déchets. Oui, c'est bien de pouvoir les recycler, d'être dans une forme d'économie circulaire, mais le vrai sujet, c'est d'essayer d'arrêter d'émettre des déchets. Et donc là, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, y compris depuis les bassins versants. On était dans le Vercors quand on a fait le séminaire ATR. Le Vercors peut contribuer à la pollution de déchets plastiques via ces fleuves, via les rivières qui se jettent ensuite dans le Rhône, qui se jettent ensuite dans le delta du Rhône. Donc, à l'échelle de la station, les stations du Vercors, il y a toute une action qui est menée pour sensibiliser les habitants, mais aussi les voyageurs, les touristes, à la bonne gestion des déchets, au tri, essayer de réduire à la source toutes sortes de déchets, notamment les déchets plastiques. Et au niveau, par exemple, de l'urbanisation et l'érosion côtière, quelle solution on aurait au niveau du tourisme ? Ouais, alors là, ça m'amène à parler un peu du climat, qui est un enjeu majeur du tourisme durable aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le tourisme, il est à la fois victime et bourreau. C'est-à-dire que le tourisme, c'est quand même déjà plus de 10% des émissions globales de CO2. Et le tourisme, il est menacé par ce changement climatique qui s'exprime de manière très différente. Il y a évidemment les problèmes de canicule, de sécheresse qui font que ça va être compliqué d'être touriste l'été dans certaines zones de la Méditerranée, tellement il va faire chaud, tellement il va y avoir d'incendies, tellement il va y avoir de sécheresse. On ne pourra même plus se nourrir avec des produits locaux parce qu'ils ne pourront plus pousser. Donc, c'est quand même assez dramatique, le scénario qui se dessine. Et le tourisme a contribué à ça. Et puis, un des problèmes quand même du changement climatique par rapport au tourisme, c'est l'érosion du littoral, le risque de submersion. C'est-à-dire que l'eau monte de manière assez inéluctable, même si on lutte aujourd'hui beaucoup contre le changement climatique, on essaye d'émettre moins de CO2, d'être plus sobre en carbone quand on voyage. Malgré tout, l'eau va monter sur tous les rivages du monde entier. Et il y a beaucoup de zones touristiques qui sont très proches du littoral. Certaines plages vont disparaître, certains campings, certains hôtels, on va être obligé d'arrêter. Il va évidemment falloir essayer de limiter au maximum ce phénomène, mais il est quasiment inéluctable. Donc aujourd'hui, adaptons-nous et faisons en sorte, en effet, d'avoir des règles d'urbanisme qui vont permettre aussi de créer des zones tampons. Il va falloir relaisser à la mer des zones qui vont devenir peut-être des nouveaux sanctuaires, qui vont peut-être aussi devenir des réserves de biodiversité, qui vont faire évoluer le paysage. Ça peut être aussi une opportunité. Mais il ne faut pas nier tous les problèmes. Il y a la salinisation, c'est-à-dire que l'eau de mer submerge l'eau douce, les nappes phréatiques. Il y a des gros problèmes sur la production de riz en Camargue, par exemple. Il ne faut pas que l'eau soit trop salée. Donc voilà, c'est quand même problématique. Et est-ce que aussi, par exemple, le passage des nombreux bateaux de croisière donc en Méditerranée,
peuvent causer les dommages. Donc on parle souvent de Venise, mais aussi à toute la biodiversité qui est dans la Méditerranée. Est-ce que ça a un impact aussi, ces gros bateaux de croisière? Alors, les bateaux de croisière, moi, je suis pas avocat de la croisière, je suis pas particulièrement, je ne pratique pas, mais c'est un peu la cible trop facile. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de Venise, je crois que les croisiéristes à Venise, c'est même pas 10% des touristes qui visitent Venise. Donc, n'exagérons rien. Bon, ça a provoqué quand même des problèmes sur quand le bateau s'approche trop de la ville, ça crée des petites vagues, mais apparemment pas beaucoup plus graves que les vagues que génèrent les autres types de bateaux. Non, le problème de Venise, c'est qu'il y a eu trop de monde, trop concentré au même moment, au même endroit. Et ce qu'on peut recommander, c'est surtout de continuer d'aller à Venise, mais peut-être l'hiver, peut-être la nuit, peut-être à des moments inattendus où l'expérience va être un peu plus exclusive, même sur des endroits très concentrés. On peut faire du tourisme responsable. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des endroits où un touriste par an, ça peut être déjà de trop pour des territoires très fragiles, et des endroits où 10 000 touristes par jour, ça peut être fait de manière responsable, à condition de réguler les flux, à condition d'aménager le territoire, de l'équiper en conséquence, de mettre de la signalétique, de mettre tout un système de gestion des flux. Et puis, à condition aussi de travailler ça en concertation avec les habitants. Il y a une association à Venise qui s'appelle les Ailes de Venise qui aussi travaille pour essayer de réguler le tourisme. Ce n'est pas anti-tourisme, c'est anti-mauvais tourisme, anti-tourisme mal géré. C'est le cas aussi à Barcelone. Sur le surtourisme, on s'aperçoit qu'il y a une extrême concentration à un moment donné sur un type de territoire. L'enjeu, c'est de diluer ce flux, de diffuser dans le temps et dans l'espace, à nouveau inviter les gens à aller à Barcelone plutôt hors saison. Après, il ne faut pas rêver, les gens, ils n'ont pas forcément des vacances tout au long de l'année et les gens sont souvent en vacances l'été. Mais voilà, Barcelone, peut-être qu'il faut y faire une petite escapade la nuit et pas en pleine journée à 14h. Ça, c'est un des grands enjeux du surtourisme. C'est d'être aussi... Alors ça, c'est un travail bien compris des offices du tourisme, des tours opérateurs, des guides de voyage, de l'ensemble de la chaîne des acteurs du tourisme, de proposer de faire Barcelone la nuit. Ce n'est pas toujours si évident. Ok, donc... Une solution pour lutter, on va dire, contre le surtourisme, c'est de changer nos moments de faire du tourisme. Nos moments ou nos lieux, parce qu'à chaque spot touristique, il y a sa propre périphérie avec des choses qui sont très intéressantes à voir. À nouveau, Barcelone, ce n'est pas que les endroits qu'on s'imagine, qui sont les plus connus. Pareil à Dubrovnik. En réalité, à côté de Dubrovnik, il y a le golfe de Kotor, qui est extraordinaire. Si ne serait-ce que la moitié des gens qui vont à Dubrovnik voyaient aussi Kotor, ça serait assez magique, quoi. Et ça permettrait aussi de diffuser les revenus générés par le tourisme à beaucoup plus de monde. Et puis, je reprends un autre exemple en Corse. Tous les touristes s'agglutinent sur quelques plages. Et il suffit de faire un pas de côté, de passer la crique. Alors oui, c'est peut-être un quart d'heure de randonnée, mais un quart d'heure, qu'est-ce que c'est? Et là, on a une plage quasiment déserte. Donc l'enjeu, c'est peut-être aussi de diluer les flux, de faire de la signalétique, d'aménager les sites en conséquence, parce que peut-être que la plage, elle est particulièrement fragile, donc c'est peut-être même 10 touristes, c'est peut-être déjà de trop. Donc, et ça, il faut travailler avec les scientifiques, avec les universitaires, avec les élus, avec les ONG, avec les populations locales pour que ça soit possible, quoi. Un autre tourisme, du coup, est possible en Méditerranée. Maintenant, on va parler du projet Erasmus+. Donc ATR, Agir pour un tourisme responsable, participe cette année au projet européen Erasmus+, avec d'autres pays. J'avais vu la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Et donc, à part la Belgique, des pays du bassin méditerranéen. Qu'est-ce que c'est ce projet? Globalement, quels vont être ses objectifs et qu'est-ce que concrètement vous allez faire? En quoi il s'inscrit dans un tourisme durable? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, à ATR, on a vraiment décidé de se concentrer sur le métier du tour operating français. Et puis, la pandémie nous a réveillés un petit peu, nous a invités à faire évoluer un peu notre modèle économique, à aller justement chercher des financements européens et puis d'aller se tourner vers d'autres pays qui sont aussi engagés à leur échelle dans le tourisme responsable pour un peu confronter nos pratiques. Et quand on a écrit le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet majeur, ce qui nous mobilisait beaucoup. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire attention de ne pas réserver le tourisme responsable à la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, c'est un des défis majeurs auxquels on doit répondre. Et l'idée, c'était un peu de confronter notre vision. Nous, à Terre, ça fait depuis la COP21, à peu près 2015, qu'on travaille cette question du voyage bas carbone. Et donc, on commence le projet cette année jusqu'en 2024. Donc, on va travailler ensemble pour produire des outils de sensibilisation des adultes européens à la question du voyage bas carbone. Alors, on a 3 types d'outils pour 3 types de cibles différents. Le premier, c'est un MOOC, c'est-à-dire un espace de ressources en ligne, d'éducation
sur le changement climatique. Deuxième outil, pour un public de professionnels mais de terrain, ça peut être un restaurateur, un guide, un hébergeur, un gestionnaire d'un site touristique, de dire à leur échelle, c'est quoi le voyage bas carbone? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis restaurateur, cuisinier? Est-ce que je peux faire un menu bon pour le climat, moins carné, parce qu'on sait que la viande émet plus de CO2 que d'autres types d'aliments, en utilisant des produits locaux qui n'ont pas fait le tour du monde 40 fois pour arriver jusque dans l'assiette. Et donc finalement, l'idée, c'est à chaque fois, on commence à travailler le marketing du projet en disant, il faut que le voyage bas carbone, ça soit séduisant. C'est aussi ça le message qu'on veut faire passer. Ce n'est pas qu'une contrainte de faire en sorte que les voyages soient moins carbonés. Ça doit être aussi synonyme de meilleure qualité, de meilleure expérience. Voilà. Et puis le troisième outil, c'est un jeu en ligne. Alors un petit jeu en ligne pour sensibiliser les voyageurs à cette belle idée d'un voyage bas carbone. Donc l'idée, c'est de casser un peu l'image du tourisme durable qui peut être un peu contraignante vers un tourisme durable plus ludique, plus simple. Exactement, et montrer qu'en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que si on veut pouvoir voyager demain, pour reprendre la formule du Shift Project, qui vient de publier un rapport sur le voyage bas carbone, justement, que je recommande chaleureusement, pouvoir voyager demain, c'est dès aujourd'hui décarboner au maximum notre tourisme, nos expériences. Bon, maintenant, on va passer à la partie plus pratique de ce podcast. Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des recommandations que vous pourrez faire pour voyager plus durablement, de manière plus responsable, dans les destinations du bassin méditerranéen? Par exemple, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information? Comment choisir sa destination par rapport à la saison à laquelle ils peuvent partir? Comment se tourner vers les bons professionnels, des bonnes pratiques, etc. Oui, alors déjà, merci beaucoup de poser cette question parce que j'ai beaucoup parlé des professionnels. Je pense que les professionnels pourront faire toutes les bonnes pratiques inimaginables, les plus merveilleuses, les plus extraordinaires, en coopération les uns avec les autres. Si les voyageurs ne sont pas associés à la démarche, tout tombera à plat. C'est-à-dire que du comportement des voyageurs dépend aussi le caractère responsable des vacances, du tourisme, des voyages. On a vraiment besoin que les voyageurs se mouillent aussi, se mobilisent et comprennent leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils vont passer des plus belles vacances s'ils suivent ces recommandations, s'ils sollicitent des professionnels engagés. Ça sera de toute façon des plus beaux voyages. C'est vraiment l'ADN de l'association ATR, ce que je viens de dire. Toute l'association a été créée au départ sur l'initiative d'un tour opérateur qui s'appelait Atalante, qui a mis en place il y a très longtemps, en 1996, la charte éthique du voyageur. Et cette charte, elle dit, il n'y a pas de mauvais voyageurs, il y a des voyageurs mal informés. Et c'est notre responsabilité, par contre, de donner l'information pour que le voyage se passe bien et que le voyageur ait les clés pour bien se comporter. Et donc, vous retrouverez sur le site tourisme-responsable.org, le site de l'association, la charte éthique du voyageur. Et donc, cette charte, elle explique assez simplement qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexe avant même de partir, pendant le voyage et après le voyage. Après le voyage, ça peut continuer. D'autant plus si on a fait un voyage extraordinaire qui va peut-être nous transformer, en tout cas, nous faire évoluer positivement. C'est ça aussi le tourisme responsable, c'est être capable de démontrer l'utilité sociale des voyages. Oui, on est là pour se reposer, pour découvrir, mais on va peut-être revenir transformer. C'est utile de voyager parce qu'on va faire ce voyage extraordinaire à l'autre bout peut-être de la Méditerranée ou peut-être pas si loin. Imaginons que vous habitiez Marseille. Il y a des très, très beaux voyages à faire juste à côté de chez vous. Et c'est ça aussi, repenser le voyage bas carbone, c'est être capable de vivre des expériences de voyage à côté de chez soi sans forcément se déplacer très loin. Et c'est vraiment de penser un espèce de ratio entre le temps pour la distance pour arriver à destination et le temps qu'on va y passer. Vraiment essayer d'allonger son temps de séjour, et plus on va aller loin, plus on va aller longtemps. Et plus on va raisonner comme ça, moins on aura besoin d'aller vite pour y arriver. Et peut-être qu'on pourra se passer de l'avion ou d'autres types de transports comme la voiture. Et c'est vrai que nous, on commence à recommander beaucoup l'usage du train, qui est sous-utilisé par les touristes aujourd'hui. Et c'est ce que dit le rapport du Shift Project. Aujourd'hui, les touristes prennent beaucoup trop la voiture et l'avion. Il va falloir s'habituer à voyager autrement. Alors, il y a la grande mode du vélo. Donc ça, c'est clair que de plus en plus de professionnels sont organisés pour proposer des voyages en vélo, pas forcément aller jusqu'à la destination en vélo, mais une fois arrivé sur place, essayer de décarboner ces déplacements sur place, essayer d'utiliser les transports en commun. Et en fait, ça paraît bête. Moi, j'ai fait un voyage en Sicile il y a quelques temps. J'ai utilisé les transports en commun. Ça m'a permis de rencontrer des Siciliens. Si j'avais loué ma voiture, j'aurais été tout seul dans ma voiture. Je n'aurais pas rencontré de Siciliens. C'est aussi un outil de rencontre, le transport en commun. Le vélo, on prend le temps. Quand on est en vélo ou a fortiori quand on est à pied, on prend le temps d'arriver tranquillement, de
de s'émerveiller du paysage, des villages qu'on va rencontrer, alors que si on arrive très vite en voiture, finalement, on ne prend pas le temps de découvrir la destination qui nous accueille. Et c'est dommage, en fait, on se prive d'une expérience. Voilà. Alors après, ce qui est très important de signaler aussi, c'est qu'on a aussi des cultures. On n'a pas que des paysages et des environnements naturels. On voyage d'ailleurs aussi pour s'enrichir culturellement, pour découvrir d'autres cultures. Et c'est vrai que parfois, sur les rives sud de la Méditerranée, on va avoir des cultures très différentes. Et là, nous, ce qu'on invite, c'est l'humilité. C'est-à-dire, attention, ouvrons grand les yeux, soyons très curieux, mais ne soyons pas donneurs de leçons. Beaucoup de pays sont musulmans. Il faut essayer de comprendre cette culture et la richesse de la manière dont s'exprime cette religion dans le mode de vie, dans le patrimoine culturel. Et je pense qu'il faut aussi rester à sa place. On est des hôtes, on est des invités, on a la chance d'être accueillis dans ces pays-là. Mais prenons le temps d'essayer de comprendre un peu les différences culturelles et restons à notre place. Ne soyons pas trop vite des juges et revenons un petit peu transformés par notre voyage, parce qu'on s'aperçoit que les caricatures qu'on peut voir dans les médias à travers un écran, finalement, elles sont très éloignées des réalités vécues en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Il y a eu aussi tout un mouvement, un élan démocratique avec le printemps arabe il y a une dizaine d'années. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller voir 10 ans après comment ça rejaillit sur les sociétés qui nous accueillent. Aller à la rencontre des populations là-bas, ça me paraît essentiel, quoi. Il y a une objection qui est souvent faite au tourisme durable, et au voyage en train d'ailleurs, c'est que ça coûte très cher et ce serait plus compliqué à organiser. Voilà, le train coûterait beaucoup plus cher que l'avion pour des destinations en Europe et en France, et que d'une manière générale, le tourisme durable coûterait plus cher qu'un tourisme classique, et c'est pour ça que la plupart des gens se concentrent sur un tourisme plus traditionnel, un tourisme plus de masse dans cette région du monde en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos? Alors déjà, c'est pas toujours vrai, ça peut être une idée reçue. Des fois, le train n'est pas beaucoup plus cher, il peut même être moins cher que l'avion, premièrement. Et puis, quand l'avion est moins cher, c'est souvent qu'il est irresponsable. Les compagnies low cost, elles ne payent pas bien leur personnel, elles sont souvent subventionnées, donc c'est les impôts des habitants qui payent pour qu'on vienne en avion sur leur territoire. Donc en fait, c'est un scandale. Et en fait, c'est l'avion qui n'est pas assez cher, ce n'est pas le train qui est trop cher. C'est ça qu'il faut raisonner. Alors après, une fois qu'on a dit ça, ça peut être tentant de, malgré tout, nous, de manière opportuniste, d'utiliser plus l'avion que le train quand c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais ce n'est pas si vrai que ça. Et puis, les filières sont en train de s'organiser. Il y a une coopération européenne du rail qui se relance, très consciente de sa responsabilité pour que le tourisme soit plus durable. Donc, après, c'est qui de la poule ou de l'œuf, hein. Les consommateurs ont un vrai pouvoir, ont un vrai droit de vote quand ils achètent quelque chose, que ce soit un panier de légumes ou un voyage. Il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités, les voyageurs. C'est un peu facile de dire, parce que c'est beaucoup moins cher, je vais prendre l'avion. C'est aussi la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous qui fait qu'on va honorer ou pas les fameux accords de Paris, de la COP21. C'est un peu facile de faire rejaillir les responsabilités que sur les pouvoirs publics et les hommes politiques et les femmes politiques. Je pense qu'on a aussi tous un devoir d'exemplarité et qu'on peut faire des choix. Et peut-être le choix, c'est de voyager à nouveau moins souvent, plus longtemps, et peut-être si on voyage moins souvent, on va garder un petit budget pour nos vacances pour les faire de manière plus responsable. Alors après, on a plein de petits tuyaux parce qu'à nouveau, on peut aussi voyager avec Blablacar, le covoiturage, sans forcément que ça coûte beaucoup plus cher que le train ou l'avion. Au contraire, même quand on est usager de sa voiture, si on ne remplit pas sa voiture pour aller à Barcelone, faites une offre sur Blablacar, covoiturage, et ça va vous payer une partie de votre plein d'essence. Et puis, vous aurez la chance de rencontrer des gens qui vont avec vous venir à Barcelone, qui auront peut-être d'autres points de vue, d'autres points d'intérêt, vont faire d'autres choses à Barcelone, vont peut-être vous éclairer sur d'autres choses à faire à Barcelone. Et puis, ça va permettre d'offrir à quelqu'un qui a envie de venir en voiture, mais qui n'en a pas, d'aller jusqu'à Barcelone. Donc, c'est aussi très social. Voilà. Alors, pour les familles ou les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont en difficulté économique, qui pensent que c'est des belles paroles et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de voyager, moi, je rappelle qu'il y a beaucoup d'acteurs en France comme l'Agence nationale des chèques vacances, comme l'Union nationale des associations de touristes, qui travaillent pour le droit aux vacances pour tous. Et il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place en France et on a la chance de pouvoir en bénéficier pour aider les familles et les populations moins aisées de pouvoir partir en vacances. Donc, n'hésitez pas à solliciter aussi les services des acteurs du tourisme social. Et il y en a beaucoup aussi en Italie, en Espagne,
qui gèrent des hébergements d'ailleurs, et qui essayent de faire en sorte que le tourisme soit de qualité, que les salariés du tourisme, les gens qui travaillent dans les auberges de jeunesse, soient aussi bien traités. C'est aussi ça, le tourisme durable, c'est le droit aux vacances pour tous, mais pas à n'importe quel prix, y compris pour les gens qui vont travailler dans le tourisme, qui doivent être dignement rémunérés et considérés. C'est un peu l'articulation de ces grands enjeux qui n'est pas toujours facile à honorer. Voilà. Après, dans les petits conseils qu'on donne naturellement, il y a une maison d'édition en France. Vous connaissez tous le guide du routard, le Petit Futé, Lonely Planet, mais il y a une maison d'édition. D'ailleurs, ces guides sont de plus en plus renseignés et donnent plein de conseils pour faire des vacances plus responsables depuis toujours. Mais il y a une maison d'édition qui est spécialisée sur le tourisme responsable, qui s'appelle Viatao, qui édite des guides très bien faits, y compris sur les destinations en Méditerranée, sur le tourisme responsable. Donc, on recommande Viatao chaleureusement. Voilà, je vous ai parlé de la charte éthique du voyageur. Après, pour les professionnels qui nous écoutent, il y a un forum qui a lieu maintenant au Portugal, qui s'appelle World for Travel, donc un monde pour voyager, qui est organisé par Eventease, la maison qui dirige la publication L'éco-touristique de la presse professionnelle française, qui fait un forum. La première édition a eu lieu à Évora en septembre dernier. Donc, je vous invite aussi à suivre ce forum de très grande qualité sur le tourisme de demain et qui a lieu au Portugal. Et ce n'est pas un hasard, parce que le Portugal fait quand même partie des bons élèves en matière de développement touristique et le fait de manière remarquable, c'est-à-dire la plus durable qu'il soit, mais aussi en assumant le volume. Et c'est une destination très, très attractive, y compris pour les nouvelles formes de tourisme. On parle beaucoup du digital nomadisme. Il y a plein de gens qui maintenant vont faire du workation, vont travailler et aussi prendre des vacances en même temps au Portugal. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une destination extraordinaire. L'été aussi, mais l'été, il y a quand même beaucoup de monde au Portugal. Et nous, on recommande aussi d'aller vivre ces expériences sur la rive sud ou la rive nord de la Méditerranée, l'hiver hors saison. Ça peut être aussi des expériences où on a un peu les sites pour soi, parce que c'est vrai que l'été, faire attention aux sites qui sont surfréquentés. Ok, merci. Bon, on mettra tous les liens des ressources dont vous avez parlé en commentaire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Là, c'est le moment un peu libre pour conclure l'épisode. C'est le moment de préparer ses vacances. Là, il est temps. On est le 4 mai. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour vos vacances cet été, mais la Méditerranée est quand même un territoire extrêmement vaste. Il y a plein de pépites qui sont insoupçonnées, qui ne sont pas du tout fréquentées, même en plein été. Donc, essayez d'aller dénicher ces pépites-là et surtout partager vos souvenirs. Je crois qu'on a besoin aussi que l'ensemble des voyageurs challenge leurs agences de voyage, leurs demandes et des exigences envers les professionnels, et puis fassent un peu du repérage et ensuite partagent leurs pépites de touristes responsables. On a tous besoin qu'elles soient mieux connues. Voilà. Alors, il y a peut-être deux petites informations pour terminer. Une qui est réalisée par Defimed, qui est un projet de coopération sur l'écologie et le tourisme en Méditerranée, Defimed. Je ne sais pas si vous avez prévu de les interviewer, mais moi, je les recommande chaleureusement. Et puis une autre qui est l'AITR, donc j'en ai parlé, l'Association italienne du tourisme responsable. Si vous allez en Italie, allez sur le site internet de l'AITR, qui regorge d'informations sur justement les pépites. En Sicile, il y a le No Pizzo Travel, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Allez voir ce que propose No Pizzo Travel en Sicile, c'est assez extraordinaire. Et vous avez d'autres exemples comme ça de petites pépites pour l'été 2022 ? Mais ouais, on peut aussi rester en France. Alors peut-être que c'est déjà un peu tarte à la crème, et il y a le sentier subaquatique qui est proposé à Banyuls, Collioure-Banyuls. On peut faire une randonnée aquatique. Et il y a un musée, je crois, qui vient d'être inauguré aussi sur une plage à Marseille, donc à quelques encablures à la nage. On peut nager et aller voir des statues qui sont immergées sous l'eau à Marseille. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ok, parfait. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Donc, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout. On espère que ça vous aura intéressé, que vous avez appris des choses. Merci encore, Julien, d'avoir été avec nous. Comme je l'ai dit, on vous met en description tous les liens pour retrouver les actions d'ATR et tout ce dont on a parlé pendant le podcast. Et puis, d'ici à dimanche prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, de voir le verre à moitié plein.